de longue haleine, c'est une course d'endurance, ce n'est pas une course de vitesse, mais le parti va être implanté minutieusement dans toutes les 117 communes, donc les 117 fédérations. Pour le moment, nous sommes dans le Grand Lomé parce que le Grand Lomé, vous savez, nous tous, on est presque à Lomé, tous les dirigeants sont presque à Lomé, donc c'est plus facile d'aller rapidement à Lomé, mais un travail préparatoire se fait dans les autres communes. On ira partout. On ira chez moi, on ira dans la commune, Oti Sud 2, on ira dans la commune Oti Sud 1, on ira partout. On va implanter le parti là. C'est un parti originaire de la... Oui, je suis de l'Oti. Je suis de l'Oti Sud, oui, du Grand Oti, qui est maintenant morcelé. Ah, qui est maintenant morcelé, oui, c'est en commune et c'est pour toutes les préfectures. Voilà. Oui, mais on vous a vu au niveau de Abagida, au niveau de Gorébert, au niveau de Zanguera, et hier vous étiez où là? Nous étions dans le Golfe 4 qui regroupe à motiver. Le Golfe 4, la commune du Golfe 4. Alors vous avez encore installé... on a renouvelé notre bureau fédéral de Golfe 4 et c'était au niveau de château de Boissimé, on l'a fait dans l'enceinte de l'école privée à Messika. Voilà. Ah d'accord, là c'est dans les confins de Gbadago. Oui, mais on dirait que c'est une pré-campagne qui ne dit pas son nom. Bon, en réalité, toute occasion de mobiliser beaucoup de militants est une façon de les réveiller, de les galvaniser. Donc, naturellement, puisque nous sommes à la veille des élections, même si on renouvelle les bureaux fédéraux, mais en même temps, on dope les militants pour la conquête du pouvoir, pour la bataille à venir qui sera très très rude. Et quel est le message que vous leur délivrez? Le message d'abord, c'est de se comporter comme les apôtres de Jésus. En clair? Oui, mais c'est d'éparpiller la bonne nouvelle des FDR partout. Tu sais, les gens qu'on a réunis là-bas, ils sont plus que 12. C'est un exemple, nous étions au-delà de 500. Mais quand je dis moi, c'est 11 personnes qui ont propagé sa nouvelle partout. Donc nous leur disons, ils n'ont qu'à faire comme les apôtres de Jésus, apporter la bonne nouvelle du changement à tout le peuple togolais qui en a besoin. Le plus souvent chanter un slogan au cours de vos réunions, puisque j'y ai assisté au moins 2 ou 3 fois. Alors le slogan dit quoi concrètement? Notre slogan c'est avec les FDR, recréer l'espoir. Et ce slogan, les partisans du changement, on croyait que tout est perdu, tout ça, nous avons estimé que non, on ne peut pas vivre sans espoir. Donc nous avons eu l'inspiration de choisir comme ce slogan-là, il faut recréer l'espoir. Il faut que ceux qui croient au changement, ceux qui croient à la lutte, s'organisent pour recréer l'espoir et dire aux Togolais que rien n'est perdu. Donc, vous voyez, bon, comme si c'était un miracle, dès que nous sommes nés, même si ce n'est pas nous qui avons été à l'origine du mouvement de 2017, il y a vu quelques temps après, bon, les Togolais se sont réveillés. Donc, il faut que les Togolais ne perdent pas espoir, parce que ceux qui nous gouvernent arrivent de manière sibylline à faire passer un message qu'ils sont tellement super puissants, qu'ils sont intouchables, qu'on ne peut pas les vaincre. Les Togolais qui veulent le changement, certains intègrent malheureusement ce message et donc se comportent comme des esclaves volontaires. Non, il faut leur dire que l'espoir est permis. On ne peut même pas vivre sans espoir. Il faut leur dire que c'est possible de vaincre le régime en place. Donc, voilà le sens de notre... Le sens de votre slogan. Ah oui, mais vous étiez là au niveau de Tokin Gbadago, mais la prochaine étape... La prochaine étape, nous serons dans Golfe 2. Golfe 2. Oui. Moi, je croyais que vous allez dire aussi... Non. Quelque chose comme ça. Non, on va aller d'abord dans Golfe 2. Ah d'accord. Là, c'est chez docteur James Amagro, le maire de Golfe 2. Qui est également vice-président du parti. Oui, bien sûr. Ah d'accord. Alors nous revenons ici toujours sur le plan politique. Vous avez écouté votre président national se prononcer tout à l'heure, d'abord par rapport au à la répartition des 117 sièges. Oui, ça veut dire les 22 supplémentaires. Oui, c'est la position. Et maintenant, pourquoi vous dites que on devrait consensuellement faire cela alors que c'est la prérogative du gouvernement? Vous le savez bien, de pouvoir pondre ou bien prendre un décret portant répartition. Oui? Non, peut-être que vous me poussez à parler pour que les Togolais comprennent. Voilà, je sais que vous faites semblant. Non. Je sais que vous êtes convaincu que ce n'est pas de la prérogative du gouvernement. Je vous le dis ceci. Oui, pourquoi? Est-ce que d'abord, l'augmentation, est-ce que ce n'est pas une révision de la loi électorale? Laisse le CPC, c'est un machin. Est-ce que ce n'est pas une révision de la loi électorale? C'est une révision de la loi électorale. Donc, par conséquent, ça ne relève pas seulement des prérogatives du gouvernement.
Prenons ça. C'est une révision substantielle. Une réforme substantielle de la loi électorale. Le fait d'augmenter le nombre oui. et même le fait de rehausser la caution. Le Togo, la démocratie dit, à son acte 2, 1, qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections, sauf s'il y a un large consensus de la classe politique. Oui. Il y a eu un large consensus? Non, mais c'est au niveau du CPC que la proposition de 117 députés avait été faite. Bon, donc ça veut dire que le consensus nous inclut. Le consensus inclut l'ANC. Le consensus inclut ADI. Mais le cadre était au CPC, non? Le cadre était au CPC. ADI était au CPC. L'ANC était au CPC. Mais vous venez de lire leur réaction, non? Ça veut dire que ce n'est pas un consensus. C'est un passage en force du pouvoir. Il faut appeler le chat le chat. C'est un passage en force. C'est une révision substantielle de la loi électorale et elle doit obtenir un large consensus possible. Ça, c'est l'acte 2 de la CEDEAO. Et ça a valeur constitutionnelle parce que nous avons souscrit. Nous avons ratifié ce protocole. Donc ça a valeur constitutionnelle et donc... Oui, mais la question est de savoir, en avez-vous discuté? Est-ce que des acteurs, peut-être les ne sont pas au CPC, mais en avez-vous discuté? Est-ce que les gens en ont discuté au CPC? Ils disent qu'ils ont discuté, mais je constate qu'ils n'ont pas eu un consensus. Puisque vous venez de lire tout leur commission, discuter n'est pas consensus. Non, mais la proposition de 117 a été faite au CPC. Mais à l'Assemblée nationale, les députés ont voté, pour 113. Non, même au CPC, là, tout le monde n'a pas été d'accord. Là aussi, ce n'est pas un consensus. Ce n'est pas un consensus. La preuve, dès qu'on a dit qu'on va porter ça à 22, vous avez vu la réaction de l'ANC. Vous avez dit qu'ils sont au CPC, non? Ils n'étaient pas d'accord. Donc, il n'y a pas eu de large consensus. Non, il n'y a pas eu de large consensus. C'est ça. S'il y avait eu large consensus, la preuve, on l'aurait vu dans leur communiqué. Ça, c'est d'un. Sur le nombre, le problème ne se pose pas tellement. Mais sur la répartition, c'est sur quelle base? On dit que les députés sont les représentants de quoi? Du peuple. On a dit qu'ils sont les représentants des territoires. On dit qu'ils sont représentants des populations, non? Mais au nom moins peuplés, on a presque le même nombre de députés que les régions surpeuplées. Au nom de quel principe une partie de Togo va être surreprésentée à l'Assemblée nationale et l'autre va être sous-représentée? Quel est le principe? Que les gens nous disent. Quel est le principe qui permet de donner le même nombre de députés à Plateau qui a la moitié du nombre d'habitants que Maritime? Quel est le principe? Quel est le principe qui justifie les 19 sièges de la région de l'Akara alors que la région de la savane plus peuplée que l'Akara a moins que 3 sièges de moins? Soyons sérieux. Est-ce qu'il y a des Togolais supérieurs à d'autres? Soyons honnêtes. Il ne faut pas faire des choses qui nous donnent la honte à l'extérieur. Pas des calculs politiques, ce n'est pas normal. Oui, mais vous le saviez mieux que moi, certainement, qu'il y a d'autres paramètres qui entrent aussi en jeu que simplement le nombre d'habitants sur un territoire donné. Je suis d'accord. Acceptons même ce paramètre illogique-là, acceptons-les. Mais quel doit être le paramètre fondamental? On dit que les députés représentent la population, non? Pourquoi une population va être surreprésentée que l'autre? Même si on amène d'autres paramètres. L'espace géographique, par exemple. Quel est l'espace géographique? Les députés représentent les territoires, ils représentent les terres, les cailloux, ainsi de suite. Ils représentent les rivières. On dit qu'ils représentent les populations, vous dites quoi? Donc, selon vous, la répartition n'est pas équitable? Elle n'est pas équitable, puisque l'objectif, l'opposition a toujours voulu qu'on corrige les disparités entre les préfectures et les régions. Mais vous-même, avec votre œil de journaliste, est-ce que vous avez vu que la répartition là
à corriger les disparités. Si vous êtes convaincu... Non, mais pas à moi, non, c'est nous qui vous recevons ici pour que vous puissiez faire aussi votre analyse politique. Oui, mais on a vu Adi faire sa réaction. L'ANC aussi qui dit qu'il est en total désaccord avec la répartition qui est faite. Oui, au niveau de FDR, vous aussi, mais bien sûr, vous êtes dans la même veine. Mais moi, je vous le dis sincèrement, nous, le travail fait par l'ANC et fait par Adi est un travail scientifique. Nous, on l'approuve totalement. On n'a pas mieux que ça. Il faut être honnête. Ils ont fait du bon boulot. Si vous n'êtes pas ennemi de la vérité, quand vous prenez ce qu'ils ont fait, vous comprenez que mais ce qu'ils disent, ils ont raison. Le pouvoir est dans la tricherie, c'est honteux. Ah bon? Oui, c'est honteux, on est dans la tricherie. Tricherie par rapport à quoi? Mais tricherie... On est en train de répartir simplement le nombre. On dispatche simplement le nombre de députés. Attends. Oui. Ne faites pas semblant de ne pas savoir. Non. Le pouvoir donne plus de députés là où c'est plus facile de frauder. Ah bon? Oui. C'est la lecture que vous faites. Ce n'est pas la lecture, c'est ça. C'est la vérité. Mais vous aviez demandé que le nombre de députés soit revu à la hausse. Oui, ça a été fait. On est d'accord. Mais il faut repartir ça équitablement pour corriger les disparités entre les Togolais. Et quel aurait été le meilleur procédé pour faire une répartition qui acquiesce votre assentiment? Mais après, vous avez donné la réponse hier qu'il faut que ce soit consensuel. Moi, je n'ai pas de proposition magique. Mais il aurait fallu que ça soit consensuel. Oui. Autrement dit, il aurait fallu qu'on s'asseye, on s'entende. Oui, donnons un à ici, ajoutons un, retirons un, etc. Je vous ai dit, je rappelle que c'est une réforme substantielle de la loi électorale. Et elle ne doit pas intervenir à 6 mois des élections. Sauf s'il y a un large consensus. Il n'y a pas un large consensus. Vous venez de le constater, mon frère. Oui, mais quand même, votre président national a laissé entendre que, coûte que coûte, vous irez à ces élections. Oh, tu sais, on ira à ces élections. Parce que dans un pays normal, on ne devrait pas aller à ces élections. C'est de la tricherie. D'ailleurs, dans un pays normal, ça n'aurait pas lieu. Les institutions qui doivent garantir l'état de droit, la démocratie, doivent arrêter ça, comme la Cour constitutionnelle. Malheureusement, le Togo n'est pas un pays normal. Même la Cour constitutionnelle est boiteuse. Elle est boiteuse depuis. Et c'est avec une Cour constitutionnelle boiteuse on va aller aux élections. À l'ANC, on parle d'institutions désuètes. Oui, bien sûr, j'ai dit. C'est un nombre incomplet. Et c'est la même chose. Bon, et c'est avec ça on va nous amener. Mais qu'est-ce que vous dites que peut-être le pouvoir ou bien le chef de l'État ne va pas rapidement corriger ça? Mais pourquoi il faut corriger ça à la veille des... Pourquoi on n'a pas fait ça depuis? Pourquoi vous croyez qu'on doit être... C'est-à-dire qu'on doit être subordonné à la volonté du chef de l'État? Avez-vous fait la proposition? On va faire quelle proposition? Avez-vous suggéré cela? Mais depuis la journée, c'est vous qui lisez nos communiqués ici. Hein? Vous les reprenez parfois pour dire ce que nous voulons que la Cour constitutionnelle. Et tout le temps, quand on fait les assemblées fédérales, vous parlez, mais un peu bon, on se prononce sur ça. Les autres partis. Donc, ce n'est pas vraiment faisant en sorte que notre pays là, c'est-à-dire qu'il inspire du respect à l'extérieur. La caution, le cautionnement également, et les gens portent des grèves contre cela. Est-ce qu'au niveau des FDR aussi, vous trouvez que c'est exorbitant? D'abord. Ou bien c'est raisonnable? Non, d'abord, sur le principe, quel est le fondement? Qu'est-ce qui justifie cette hausse? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'on a dit au Togolais pourquoi on a haussé la caution? Est-ce qu'il y a une raison? D'abord le fondement. Vous n'en trouvez pas? Mais oui, mais non, ce n'est pas à nous de faire la magie. Hein. Ceux-là qui ont dit qu'ils vont porter, ils passent de 200 000 à 500 000, augmentation de 150% là. Ils ont expliqué aux Togolais pourquoi. S'ils avaient du respect pour le peuple togolais, ils allaient expliquer. C'est parce qu'ils nous manquent du respect qu'ils n'ont pas expliqué. Est-ce que au cours du conseil des ministres, vous avez suivi le compte rendu? Non, aussi? Le compte rendu a expliqué. Oui? Le compte rendu a justifié la hausse comment? Non. Ça, c'est d'abord sur le fondement. Si on respecte son peuple, on lui explique pourquoi j'ai fait ça. On ne nous respecte pas. On ne respecte pas le Togo, que le peuple togolais ouvre les yeux. Donc, vous attendiez que le gouvernement justifie cela? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu une justification de par le passé, quand on était parti de 100 000 à 200 000, etc.? Bon, je ne me souviens pas. Mais les contextes et le fait que ça se passe dans la précipitation doit amener le gouvernement à justifier. S'il n'avait pas justifié avant, c'est une erreur
on ne doit pas continuer dans l'erreur. Ça, c'est d'un. Sur le fondement, on ne connaît pas le fondement. Si quelqu'un connaît, qu'il nous dise. Peut-être qu'on a aujourd'hui 113 députés, tout le monde, monsieur tout le monde va pouvoir se lever et dire, ben, je vais faire des candidatures pour devenir député. Peut-être si on ne met pas la barre haut. Maintenant, quel est le principe qui empêche tout le monde de vouloir être député? Est-ce que le Togo là... Non, ben rien, on n'empêche personne. Oui, mais c'est ce que ça veut dire qu'on veut aussi ça pour empêcher certains d'être pas députés. Pour empêcher. Donc ça veut dire que finalement on doit décider au Togo une manière de tamiser, de trier. Non, ça veut dire qu'au Togo on doit dire aux gens que les gens qui ont les idées pour faire évoluer le pays, c'est seulement ceux qui ont l'argent. Ça veut dire que moi qui suis né au village, dans une famille paysanne, parce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas des idées pour le Togo. Quand on veut faire la politique, on doit quand même... Non, mais c'est ce que nous avons reproché aux Blancs, le vote censitaire. Le vote par élimination des gens, on a reproché ça aux États-Unis, au temps de Martin Luther King. C'est pour ce combat que Martin Luther King s'est battu, jusqu'à être assassiné. C'est pour ce combat que Mandela s'est battu. Une minorité écarte la majorité. C'est ça, vous voulez dire qu'il faut tamiser les gens? Justement, vous avez compris pourquoi ils ont fait ça. Non. Non, je viens. Moi, je suis en train de supposer. Parce qu'ils ont compris que cette fois-ci, on n'est pas prêt à boycotter l'élection. Pour qu'eux-mêmes, ils amènent des gens pour, après leur dire, vous êtes venus pour boire le lait. Vous n'avez pas le droit de compter les bœufs. Comme ils ont vu que on ne veut pas boycotter parce que nous ne serons pas des buveurs de lait. Mais nous sommes des gens qui allons compter les bœufs aussi. Donc, ils se disent, bon, ils savent dans la situation, comment ils ont fait pour que les opposants s'appauvrissent. Donc, ils savent qu'en haussant ça, à 500 000, ça va nous éliminer. C'est le but, c'est la tricherie. Mais quand on a gouverné un pays pendant près de 60 ans, et on est incapable de séduire les électeurs, on triche pour éliminer son opposition. Entre-temps, on a entendu quelqu'un dire qu'au Togo, le chef de l'État veut faire la démocratie, mais il ne trouve pas d'opposition en face. Mon œil. S'il n'y a pas d'opposition en face, pourquoi on fait des micmacs pour éliminer des gens? On n'a qu'à nous dire. On a dit qu'il n'y avait pas d'opposition en face, non? Joachim, est-ce que vous trouvez normal qu'à la veille d'un match de football, une équipe, parce qu'elle a la force, parce qu'elle a les moyens de corrompre tout le monde, modifie les règles du jeu? Est-ce que c'est normal, Joachim? Ah oui, mais voilà, vous le dites, comme si vous faites porter tout le chapeau par le pouvoir en place. Non, alors il y a eu des discussions en amont. Non, Monsieur Binafa. Les discours en amont. N'y a-t-il pas eu des discussions? Oui. Les discussions en amont avaient dit que le cautionnement vont être... Oh non, mais peut-être ça n'avait pas été abordé, ou bien c'était abordé peut-être l'un des caméras et des projecteurs. Le constat que tout le peuple togolais fait aujourd'hui est que cette décision n'est pas consensuelle. C'est une modification des règles du jeu. Oui, mais monsieur Binafa, par rapport à tout ce que vous dénoncez, est-ce que l'opposition n'a aucune passerelle par laquelle vous pouviez toutefois prendre langue avec vos frères, vos amis, vos enfants, peut-être qui sont du parti au pouvoir, et comprendre un peu les choses? Non, donc ça veut dire que... Ces gens de passerelle n'existent même pas. Si je vous comprends bien... C'est une question, je vous pose. Oui, je vais répondre. Vous garez votre moto dehors, vous sortez, quelqu'un l'a pris, vous arrivez à voir celui qui l'a pris, vous le suppliez pour voir. Explique-moi pourquoi tu as... Vous comprenez fondamentalement la question que je vous pose. Non, la question que je comprends. Oui. Donc, nous on doit approcher les gens pour les supplier, pour comprendre pourquoi vous avez reçu l'argent. Supplier pas forcément. Non, comme si le pays, c'est leur pays, et nous on était venus pour les accompagner. C'est ça, vous dites non. Non, Joachim, on ne va pas faire ça. Pourquoi ils vont hausser ça de façon unilatérale à la veille du match? C'est de la tricherie, parce qu'il y aura peur de la participation de l'opposition. C'est tout. Il n'y a pas autre explication. Et ils pensent que ils savent la situation. Et devant tout ceci, qu'est-ce que vous demandez, vous préconisez maintenant? En tout cas, nous n'allons pas boycotter. Vous marquez le désaccord par rapport à la répartition. Vous dites que le cautionnement est trop élevé. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? L'objectif que le pouvoir poursuit, c'est de nous éliminer. On va aller aux élections. Vous irez aux élections. C'est acté. Dieu ne dort jamais. Dieu est juste. Les causes justes finissent toujours par triompher, quel que soit le temps que ça prend. Nous nous battons comme un régime minoritaire qui est en guerre perpétuelle contre le peuple togolais, en fraudant les élections tout le temps, en trichant. Nous sommes dans la justice. La cause du peuple togolais qui veut le changement va finir par triompher.
autant les empires du Mali, de Songhai, autant l'empire romain se sont écroulés, autant l'apartheid se sont écroulés, le régime là va s'écrouler. Je vous le dis sincèrement. C'est le sens de l'histoire. Donc ils peuvent tricher n'importe comment, ils peuvent repousser leur défaite, mais ils tomberont. Parce que ce n'est pas normal qu'on passe tout son temps à les urnes. Vous allez les gagner, vous devez vous dire. Mais nous sommes un parti démocratique, on n'est pas une rébellion. Alors, abordons aussi l'autre sujet qui n'est pas forcément politique. On l'a dit tout à l'heure dans le journal, les filles ainsi que les femmes sont en nombre réduit dans les domaines scientifiques. Est-ce que cela saute aussi à vos yeux? Oui, bien sûr, nous avons été élèves. Nous avons été élèves. Vous avez fait la série scientifique? Non. Ah, d'accord. Moi, j'ai fait la série APU. Ah, d'accord. Nous, on a été à l'école avec des filles, oui. Certaines extrêmement brillantes. Hein? Certaines extrêmement brillantes. Mais l'expérience a montré que dans les classes scientifiques, s'il y a 10 garçons, il y a difficilement une fille. Oui, je ne sais pas à quoi cela est dû. Je ne sais pas. Il faut corriger ça. Je crois que c'est un mythe. D'abord, les matières scientifiques, même la façon dont nous les enseignons, on les a entourés tellement de mythes que ça fait tellement peur. Beaucoup ont fait ces séries-là. Bon, on a entouré les matières scientifiques donc de mythes. Non. Et ça a fait peur. Non, on a toujours fait croire aux gens que ceux qui font la série scientifique, c'est les cracks. Alors que c'est les gens qui ne savent pas aussi bien transmettre la matière qui dégoûtent. Donc, il faut faire des réformes pour permettre à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je disais tantôt que j'ai fait la série A, mais les séries générales comme ça, comme série A là, dans le concret, à la fin, ça n'aboutit pas à beaucoup d'opportunités. Donc, il faut. Soit vous devenez enseignant. Non, si vous avez trouvé, on passe combien de concours pour devenir enseignant? C'est rarement que vous trouvez à faire. Que ceux qui ont fait les séries littéraires comme moi ne m'en veulent pas. Je suis un exemple parlant que je peux. Donc, ceux qui ont fait l'allemand, la philosophie, l'anglais. Non, aujourd'hui, ils savent que ça manque beaucoup d'opportunités. Je crois qu'il y a des filières qui doivent être des compléments. Ce n'est pas seulement ça qu'on doit faire. Parce que si vous faites l'allemand pour enseigner, pour le monde Togo, on enseigne l'allemand qu'au lycée. Oui. Il y a combien de lycées par rapport au nombre de gens qui sortent? Le nombre d'étudiants qui sortent. Vous voyez la difficulté d'avoir un débouché. Bon, les gens vont dire interprétant. Il y a combien de sociétés qui veulent interprète? Si vous faites l'anglais, vous sortez pour enseigner. Vous voyez, aujourd'hui, on prend des professeurs de français pour enseigner l'anglais. Oui. Alors que les gens font anglais. On ne les recrute pas spécialement pour faire anglais. Donc il y a problème. Donc il est important que nos États, que le ministère de l'Éducation fasse toutes les réformes nécessaires. Il faut revoir l'enseignement des matières scientifiques pour que ces matières-là soient attrayantes. Parce que c'est là le sens de l'histoire. L'avenir est là-bas. On dit qu'il n'y a pas d'emploi, il y a certaines formations, quand vous les faites, vous êtes recherché. Mais d'autres, quand vous finissez. Donc, il faut aussi aujourd'hui démanteler les barrières ou bien les stéréotypes qui bloquaient surtout les femmes ou les filles à aller louer dans les marchés scientifiques. Bien sûr, il faut encourager les filles à aller. Elles ne sont pas moins intelligentes que nous. Hein. Le plus souvent, les parents sont contents quand leurs enfants évoluent en mathématiques, en sciences, etc. Bien sûr. Donc, il faut encourager les filles à aller. Moi, j'ai fréquenté avec des filles qui avaient 16 quand j'avais difficilement 10 ans. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Donc elles sont extrêmement brillantes. Il faut qu'elles sortent de la peur, de la mystification. Donc ça doit être une politique gouvernementale aussi. Oui, même politique gouvernementale. Même à la maison, il faut encourager nos filles à faire les matières scientifiques. Oui, faut les parents doivent les encourager aussi. Si elles ne peuvent pas, il faut trouver un enseignant pour... Vous avez lâché le mot tout à l'heure que c'est un domaine porteur qui a de l'avenir. Puisque les domaines littéraires. Oui, c'est évident. Tout le monde le sait. Qui va nier ça? Qui va nier ça? Personne ne peut venir dans votre studio nier ça ici. Si vous le trouvez, amenez-le. On va débattre. Monsieur Birafa, les femmes, on en parle toujours. Maintenant, par rapport aux élections, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une représentativité très subséquente par rapport à cette conséquence, vous avez dit? Mais c'est notre plus grand souhait. Pourquoi? Parce que les femmes font la majorité de la population. Mais nous constatons malheureusement que très peu de femmes
veulent s'engager. Parce que la politique chez nous, c'est un peu violent. Hein? Tu vois comment c'est rude. Tu vois la politique, tu vois la guerre qu'on nous fait non, avec l'augmentation, la hausse exponentielle des frais, c'est la violence. Donc, c'est extrêmement dur que les femmes, beaucoup reculent. En tout cas, les peut prendre le risque d'aller dans l'opposition. Hein. Mais finalement, est-ce que ce sont les candidats qui vont débourser les 500 000 ou bien c'est le parti qui débourse? En réalité. Ou bien c'est la politique interne de chaque formation non, politique? Mais moi, je vais vous parler de ce que je connais. Oui. Il y a déjà une fois aux élections. Fondamentalement, quand vous vous mettez dans un parti, ce que vous croyez à un idéal. Donc vous devez investir intelligence, moyens matériels, moyens financiers. Normalement, si je dis que je dois aller aux élections, je ne dois pas attendre tout de mon parti. Il y aura un apport du parti, mais il faut nécessairement, parce que quand vous êtes convaincu d'une cause, il faut mettre les moyens pour arriver à la cause. Quand nous allons à l'église, nous cotisons parce qu'on veut aller au paradis, non? Nous voulons aller au paradis. Et nous cotisons, non? Et nous cotisons, non? Mais nous devons cotiser pour faire aboutir la cause juste du changement pour un Togo équitable. Le Togo, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître quelqu'un avant de reçu quelque part. Si on se bat pour un idéal, si on croit à l'intérêt général, il faut investir les moyens. Donc moi je crois qu'il incombe aux candidats, quel que soit leur parti, de chercher des moyens pour se porter candidat, mais leur parti leur viendra en apport. Parce que quand on dit le parti, ce n'est pas une entreprise qui génère de l'argent. Qui génère de l'argent, ce n'est pas... C'est la constitution des militants. Oui. Si les militants contribuent. Alors que l'expérience a montré qu'en Afrique, on a reçu les pouvoirs en place, ont reçu à faire croire aux citoyens que les politiciens ont de l'argent. Donc quand vous allez vers les populations, ils attendent de l'argent. Le petit travail qu'ils peuvent, affiche qu'ils peuvent aller porter. Donc aujourd'hui, comme vous le dites là, quand vous allez peut-être vers les populations pour battre campagne ou pour les sensibiliser sur X ou Y, ils s'attendent en retour à recevoir de l'argent. En tout cas, ils s'attendent à la fin boire beaucoup de boissons. En meeting politique? Oui, oui. Et les gens s'attendent à avoir 200 pour voter. Mais tu n'as pas... en est-on arrivé? Mais dans ce pays-là, tu n'as... Pourquoi en est-on arrivé là? Voilà. Je le disais tantôt. Les régimes en place en Afrique. Ce n'est pas propre pour le Togo, hein. Non, c'est pour la plupart des pays. C'est pour grande partie en Afrique. Hein. Les gens distribuent. Les populations sont déjà tellement appauvries en Afrique. Et le moment venu, on leur donne un peu du riz pour montrer qu'on est gentil. Mais elles-mêmes ne comprenaient pas, elles ne voient pas que c'est leur bourreau qui leur donne du riz. Bon, et pour l'espace de quelques jours, ils jubilent. Les populations jubilent. Bon. Mais alors que c'est celui qui les a mis dans la situation là, c'est lui qui est venu leur donner un peu de sel. Voilà. Et c'est comme ça la situation dans les pays africains. Oui. Mais les opposants, une fois arrivés au pouvoir, ça devient autre chose. Oui. Le 3 février, à quelques heures à peine de l'ouverture de la campagne, en vue de la présidentielle qui était prévue le 25 février, le président Macky Sall a annoncé ou annonce le report du scrutin 2 jours plus tard, l'Assemblée au pouvoir jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Une situation qui met à feu et à sang ce pays de vieille démocratie en Afrique de l'Ouest. S'agit-il d'un coup d'état constitutionnel à vos yeux, comme les Sénégalais aussi le disent? Vous allez me répondre tout de suite après le président Macky Sall, qui était hier de l'opposition et qui repousse le truc. S'agit-il d'un coup d'état constitutionnel ou bien c'est peut-être une urgence dont il ne peut se passer? Non. Il n'y a rien qui peut expliquer ce report de l'élection et le maintien de Macky Sall. C'est une tricherie, c'est un coup d'état constitutionnel, comme le disent les Sénégalais eux-mêmes. Macky Sall est dans la tricherie. Il est dans la tricherie. Il a voulu faire un 3e mandat. Le peuple sénégalais est resté debout. Il a dit avoir renoncé, mais on constate qu'il n'a pas renoncé parce qu'il fait un glissement. Un glissement qui lui permet d'entamer un 3e mandat, même s'il ne peut pas aller au bout. C'est quelque chose à dénoncer avec force et vigueur. Nous, on a sorti un communiqué, on l'a dénoncé. Et c'est dégueulasse. Et puis c'est ces gens-là qui donnent du grain à moudre aux antidémocrates qui sont en train de déstabiliser notre sous-région. Voilà, donc le cas de Macky Sall devient un problème préoccupant. Ce n'est pas seulement, il ne faut pas laisser seulement ça aux Sénégalais. Il faut une mobilisation générale en Afrique de l'Ouest contre Macky Sall
Parce que le Sénégal a longtemps été considéré comme un îlot démocratique dans la zone francophone et ça faisait notre fierté. Et on se battait pour que les autres lui ressemblent. Mais ce que Macky Sall est en train de faire est extrêmement grave. C'est un coup d'État constitutionnel auquel il faut mettre fin. Mais certainement vous le connaissez bien, il s'agit de Alioune Tine, ancien président de la RADDHO aujourd'hui, fondateur de Africa Jom Center. Il s'est exprimé sur ce qui se passe concrètement. Je vous fais écouter un petit extrait de ce que dit Alioune Tine. Je pense que ce qui est arrivé, c'est la peur de voir un autre candidat passer, ce qui n'est pas normal quand on est dans une élection. On va dans une compétition électorale. C'est pas parce que vous avez peur de perdre la compétition que vous allez tout annuler. J'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé. Donc, je pense que la peur que Bassirou Diomaye Faye de PASTEF gagne cette élection a prévalu. En fait, qu'il s'est décidé de dire, mais tiens, surtout pas ça. Il l'aurait dit aux journalistes français qui ne veut pas d'islamiste. Bassirou n'est même pas islamiste d'ailleurs. Mais je pense que c'est la peur de perdre l'élection. Et la peur, effectivement, que le pouvoir aille à PASTEF. Ça, c'est très clair. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Un vrai dialogue est-il possible, justement? Vous avez parlé du PASTEF sans Ousmane Sonko. Moi, je pense qu'il faut créer des conditions objectives, subjectives, politiques qui permettent le dialogue. Moi, ces conditions, c'est la libération de Sonko, la libération de Diomaye, la libération de tous les détenus politiques qui participent effectivement au dialogue de façon libre. Je pense que c'est ça qui serait une condition qui donnerait d'ailleurs une certaine crédibilité au dialogue politique. Si on veut une inclusion, c'est dès maintenant qu'il faut le faire, avoir le courage, l'audace de dire bon, maintenant c'est sincère, on fait un dialogue politique inclusif, y compris avec quand même Ousmane Sonko. Ousmane Sonko quand même, c'est l'homme politique le plus populaire. PASTEF, c'est un des partis quand même dominants. C'est entre PASTEF, Ousmane Sonko et Macky Sall qui ont été déçus. Donc, il faut aller vers ce qu'on pourrait appeler la réconciliation entre les Sénégalais. Il ne faut pas réconcilier les Sénégalais tant que Sonko et les autres détenus politiques sont en prison. Il faut les sortir, ils participent au dialogue politique si vraiment on veut un dialogue inclusif et sincère. C'est ça la voie qu'il faut prendre avec courage. Et voilà, Alioune Tine, le président de Africa Jom Center, il est le fondateur, ancien président de la RADDHO, rencontre africaine de défense des droits de l'homme, bien sûr. Alors, vous l'avez écouté, votre réaction? Oui, et je lui dis, Macky Sall veut service de renseignement, il a tous les sondages qui prouvent que son candidat ne gagnera pas. Parce que Macky Sall a trop mis les pieds dans les plats au Sénégal et que les Sénégalais ne sont pas prêts. C'est le plan B de Ousmane Sonko qui allait fonctionner. Oui, bien sûr. Au regard des sondages. Bien sûr. Diomaye Faye qui était susceptible de gagner. Bien qu'en prison, tout porte à croire qu'il risque de gagner. Et donc Macky Sall n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'élégance politique, il n'a pas l'élégance politique de George Weah. Donc il fait semblant, bon, il profite de sa majorité, bon, en complicité avec le PDS qui a aussi sa raison. Et voilà que Washington se montre critique sur le report de la date et demande qu'on revienne. La CEDEAO, l'Union africaine, Paris, l'Union européenne, toutes ces institutions et grandes puissances condamnées demandent un retour à la date constitutionnelle. Sincérité ou bien du trompe-l'œil? Non, je ne crois pas que ça du trompe-l'œil. Non, je ne crois pas. Les États-Unis n'ont pas l'habitude de blaguer comme ça. Même les Français, c'est vrai qu'il y a un sentiment anti-français très en vogue aujourd'hui qu'il est difficile même de parler bien de la France. Moi, je ne vois pas dans ces circonstances-là quel est même l'intérêt de la France à ce que Macky Sall fasse un mandat, un an de plus. Donc, je crois que toutes les sont sincères. Et je crois qu'avec la mobilisation du peuple togolais, Macky Sall va reculer. Du peuple sénégalais, Macky Sall va reculer. Il va reculer. Oui, on enregistre déjà des morts. Oui, ça va aller. Tu sais, les dictateurs, ils font toujours des morts, mais ils finissent par tomber. Si peut-être on ne prend pas garde, les militaires peuvent s'inviter encore dans cette histoire-là. Bon, de toutes les façons, si les militaires doivent mettre fin à un dictateur pour rétablir la démocratie, en tout cas on applaudira. Mais ça serait une parenthèse. Non. Aujourd'hui, Macky Sall est en train de faire un coup d'État. Il fait un coup d'État, mais la CEDEAO crie, mais il ne s'arrête pas. Moi, je crois que la CEDEAO, même dans l'ombre, sera content
content que Merkel parce que Macky Sall est en train... La CEDEAO ferait l'apologie, donc... Elle ne fera pas l'apologie, mais elle sera contente que la démocratie sénégalaise soit préservée. Parce que ce que Macky Sall... Le Sénégal est un pays phare de la CEDEAO. Oui. Mais ce que Macky Sall est en train de faire, il est en train de déstabiliser la CEDEAO qui est déjà fragilisée par beaucoup de problèmes. D'accord. Oui. Alors, nous allons, avant de permettre aux auditeurs de pouvoir poser, appeler et puis vous poser des questions, nous avons appelé la dernière fois, le 28 janvier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont conjointement décidé de quitter la CEDEAO. Du côté de la CEDEAO, on brandit la disposition qui demande à ces trois pays qu'ils quitteront l'organisation après 1 an. Mercredi, les trois pays n'entendent pas respecter ce préavis et disent que leur départ, c'est ici et maintenant, c'est-à-dire avec effet immédiat. Qu'en dites-vous? Bon, moi, je ne vois même pas l'intérêt de quitter la CEDEAO. Je n'en vois pas. Quel est l'intérêt? Oui. Vous êtes dans une famille, donc, moi, je suis de la famille Binafam. Donc, dès qu'il y a querelle dans la famille Binafam, là, on casse la famille. Moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas l'intérêt. En tout cas, j'écoute beaucoup les informations. Les populations de ces pays s'inquiètent. Parce que qu'on le veuille ou pas, la CEDEAO a ses lacunes. Acceptons ça. Elle a ses lacunes, mais la CEDEAO est la seule organisation régionale en Afrique qui fait un effort d'intégration pour arriver... Même si tout n'est pas parfait. Non, tout n'est pas parfait, je suis d'accord. Pour arriver à une étape de suppression des barrières, pour avancer vers quelque chose de l'espace Schengen. Mais quand nous allons dans les autres parties de l'Afrique, les gens nous envient le travail que la CEDEAO fait pour l'intégration des peuples. Mais moi, je ne crois pas que les peuples maliens, nigériens et burkinabés, si on les avait interrogés, elles allaient dire qu'elles veulent quitter la CEDEAO. Hein? Non. Non. Vous ne trouvez pas d'intérêt? Non, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Mais eux, ils brandissent un certain nom. Ils font des reproches à la CEDEAO. Oui, ils ont des reproches qui sont justes. Par exemple, ils reprochent les sanctions qui sont trop dures, qui ne sont même pas forcément prévues. Mais c'est pour ça qu'il faut quitter la CEDEAO. Ça, c'est d'un. De deux, en réalité, soyons sincères. Nous pouvons aimer ces militaires qui ont pris le pouvoir. Mais en réalité, quand on assure une transition, on n'a pas le droit de prendre des décisions aussi graves pour son pays. Ils font la transition. Eux-mêmes, ils se disent autorités de la transition. Aujourd'hui, là, mes frères, les Nigériens qui sont ici, qui sont dans les autres pays de la CEDEAO, bientôt ils vont être considérés comme des étrangers dans la CEDEAO. Oui, parce qu'on va commencer par les prendre des cartes de séjour, on va corser l'addition. Et ce serait grave. Oui, ça serait au détriment des populations. Moi, je ne crois pas que les populations de la CEDEAO ont envie vraiment qu'on casse l'organisation. Voilà. Et les gens sont contre le fait que la CEDEAO a laissé passer des coups d'État électoraux dans beaucoup de pays et condamne les coups d'État militaires. Parce que coup d'État, c'est coup d'État. En tout cas, face à cette situation, selon France 24, le Togo souhaite qu'on prête une oreille attentive à ce que disent ces trois pays, et d'autres ont dit la CEDEAO n'est pas une camisole. Si ces trois pays veulent quitter, ils n'ont qu'à quitter, ils n'ont qu'à partir. Mais nous allons accueillir les intervenants. Peut-être pour réagir sur le Togo. Monsieur Gado, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gado. Vous savez, monsieur Jachem, moi je suis pas d'accord avec votre invité pour les États sahéliens. Moi, par exemple, là, si ma famille, je vois que mon intérêt n'est pas garanti, mais je vais quitter la famille. Où est le problème? Actuellement, moi j'ai des frères en Europe qui ne me respectent pas leur numéro, même j'ai déjà tout nettoyé. Ils ont raison de quitter la CEDEAO. Parce que vous savez, c'est comme ça la CEDEAO va commencer à gêner ces pays-là jusqu'à ce que la France va encore rentrer dans le jeu. Comme ils ont dit, nous ne sommes plus dans la CEDEAO, ils vont organiser les élections là, quand ils veulent, et puis terminer. Bon, secondo, vous avez demandé l'augmentation des députés. Ça va changer quoi? Le pouvoir n'est pas comme. Vous avez demandé, on vous a augmenté. Et on a augmenté maintenant la caution. Vous criez. Vous êtes parti chercher des poudres dans des clans rasés. Ça va vous servir de leçon. Regardez, vous demandez chaque député, une commission de députés. Les députés qui sont dans des communes, qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui? Rien. Monsieur, bonne journée. Bien noté. Alors, monsieur Pelé? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Bon, j'ai deux préoccupations. En ce qui concerne la première préoccupation, quand notre invité parle de les militaires nigériens, maliens là, qui prennent des décisions dures,
il faut aussi voir le Togo. À l'Assemblée aujourd'hui, ils sont dans une transition, mais ils prennent des décisions. Oui, mais c'est pas la comparaison là, elle n'est pas totalement bien fondée, monsieur. S'il vous plaît. Nous ne parlons pas du Togo. Si vous voulez parler du Mali avec les militaires qui sont au pouvoir là-bas. Oui. Allez-y, deuxième préoccupation. Oui. Je pense que le FDR, devant Dieu, devant les hommes aujourd'hui, le président fort, il nous fait comprendre que prolétaires de tous les pays, nous sommes nous. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. C'est pourquoi le chien envoie la caravane passe. Si le FDR, aujourd'hui, est un grand parti, et qui a une initiative comme le GMC, et on le voit pas, on le voit GMC à part, il faut que le FDR fonctionne automatiquement, pilote le GMC, qu'on soit que c'est un grand mouvement, avec les autres, on doit savoir ce qu'on est en train de faire. Merci. Bien noté. Marc, vous êtes en direct. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment allez-vous, Marc? Ok. Bonjour aux invités. Je voudrais demander d'après eux les partis politiques là, d'être en ce moment-là, ils n'ont qu'à consulter eux-mêmes pour avoir bac dans les yeux. D'accord. Sinon, ce n'est pas grand-chose. Bien noté pour vous, Marc, qui appelle les partis à s'unir. Nous avons M. Agbovon. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui. S'il vous plaît, merci. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur Agbovon. Ok. Je voudrais vous poser cette question. Allez-y, je suis Est-ce que, l'élection est à notre porte? Est-ce que vous pouvez mettre toutes vos fédérations sur le territoire que vous voulez avoir les séances de l'élection? D'accord. Merci. Bien noté. Alors, monsieur Binafam, est-ce que vous allez pouvoir faire tout le maillage du pays en implantant ou bien réinstallant, renouvelant vos fédérations avant le 13 avril? Non. En fait, celui qui me pose la question ne m'a pas écouté. Quand j'ai commencé, j'ai dit c'est un travail de longue haleine, c'est un cours d'endurance. Nous irons partout dans le Togo. Ça n'a pas de rapport avec les élections. Nous sommes un parti, on se structure. Même après les élections, le Togo ne va pas disparaître. Pourquoi le FDR évolue en solo alors que vous êtes dans le GMC? Bon, je n'ai pas compris. Pelé, je n'ai pas vu où nous évoluons. Il dit nous sommes dans le GMC, il dit qu'on évolue en solo. Il n'a pas appris toutes les tractations que nous avons fait vers d'autres partis pour que l'opposition s'unisse. Je ne vais pas les citer ici. Ah, d'accord. Donc nous sommes des partisans indécrottables, convaincus à 200% de l'union de l'opposition. Les gens même nous font le reproche que pourquoi nous n'avons pas d'union. Moi, l'histoire... Union dans quel sens? Pour les législatives qui s'annoncent là? Pour tout. Nous pensons, l'histoire nous apprend que... Puisque Pelé l'a dit, Marco aussi l'a dit, les partis doivent se battre ensemble. L'histoire nous apprend que partout où les peuples ont dû lutter contre un oppresseur, si les opprimés ne se mettent pas ensemble, la lutte dure et leur calvaire dure. Nous sommes face à une dictature qui a l'apparence d'une démocratie. Nous avons la nécessité de nous mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la tricherie qui vient d'organiser, en augmentant la caution de façon exponentielle à la veille des élections, ça nous oblige à nous organiser, à former des alliances. Nous sommes dans cette logique. Mais Maître Agbovon ne fait que faire ça. Je rappelle aux Togolais que Maître Agbovon n'a pas été candidat en 2020 parce qu'il voulait favoriser l'union de l'opposition. Mais il y a plusieurs occasions. On ne le fait pas par calcul. Nous sommes convaincus. Peut-être que vous êtes en train de faire déjà les calculs pour que Maître Agbovon soit le candidat uni de l'opposition en 2025. Non, si nous sommes dans une union, l'union définira des critères. L'union définira des critères. Et si c'est Maître Agbovon qui répond aux critères, on le prendra. Mais s'il ne répond pas, on ne va pas forcer l'union. Est-ce que c'est possible que vous puissiez vous unir? Non, au niveau de l'opposition pour les législatives? Non, pour le moment, je constate que c'est difficile, mais nous devons chercher à nous unir. Parce que
il y a un régime. Chaque parti fait son calcul. Hein? Oui, il y a un régime qui nous écrase. Nos calculs mesquins ne servent à rien par rapport à un régime qui nous écrase tous. Moi, je ne comprends pas. C'est normal de faire des calculs, mais chacun de nous est en train d'être écrasé. Vous pensez? Mais on n'est pas écrasé, Joachim. À la veille des élections, on change les règles du jeu. On a tenu le calendrier des élections secret. Au secret? Oui, mais est-ce que nous on savait que c'est le 13? On avait indiqué quand même est-ce qu'il y a eu la fin du premier trimestre. Est-ce qu'il y a eu un chronogramme? Une élection, c'est un chronogramme, un compte à rebours. Est-ce qu'il y a eu un chronogramme? Monsieur Binafa, oui? Nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de fin. Ok, mon mot de fin, c'est juste pour dire aux Togolais que rien n'est perdu, que les Sud-Africains ont pris près de 5 ans pour venir à bout de l'apartheid. Et comme je leur disais tantôt, tous les coups justes triomphent, pourvu qu'on s'organise. Les partisans de changement sont plus nombreux au Togo, ça c'est évident. C'est pour ça que le régime est obligé de tricher. Donc je demande aux Togolais qui sont acquis pour le changement d'être debout. On ne se libère pas en étant assis. Quoi qu'il en fasse, le changement parviendra au Togo parce que les coups justes triomphent. Bonne année à tous les Togolais, parce que j'allais commencer par là. Nous sommes encore au début d'année. Mais quand même, la Côte d'Ivoire en fait. Oui, bon, la Côte d'Ivoire en fait, le peuple ivoirien est beaucoup resté derrière la Côte d'Ivoire. Ouais. Bon, la Côte d'Ivoire, le jour où ils ont été repêchés, moi j'ai dit aux gens que c'est comme quelqu'un dont on a annoncé la mort qui s'est ressuscité. Il va aller loin. Les gens ne vont pas aller loin. Et il est allé loin. Merci beaucoup. Merci, M. Binafa. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité. Coucou Parisien, merci pour la coordination technique. Je suis Joachim Betim. L'information, elle vous retrouve tout à l'heure à 9h. Ce sera en EV avec Nessina Kogo, Maouta TP. Et nous allons vous revenir encore à 13h, 18h également. Bonne journée chez vous.